Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Gilles Berset, professeur à l'université d'Aix-Marseille, co-auteur de Travailler au XXIe siècle, l'ubérisation de l'économie, avec l'avocat Jacques Barthélémy, publié chez Odile Jacob. Alain Madelin, président du Fonds Latour Capital, et Stéphane Venufel, cofondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. ADP, les autoroutes, c'est pas la même chose, Alain Madelin? Non, les autoroutes, à un moment de... D'abord, les routes et les autoroutes, là, pour moi, on est totalement dans le régalien, c'est le boulot de l'État. Le boulot de l'État, c'est pas de faire des voitures. Le boulot de l'État, c'est faire des routes. Bon, une fois qu'on a dit... L'État est resté propriétaire des autoroutes. Une fois qu'on a dit ça, l'État impécunieux a demandé à ce que des entreprises privées construisent les autoroutes. Très bien, en échange d'un péage. Vous pouvez relire tous les débats de l'époque. Il était prévu que, à la fin de la concession, on enlevait les péages et les routes devenaient des routes nationales. Absolument. L'État impécunieux s'est dit, on a une machine à cash formidable. Donc je vais garder la machine à cash, et puisque j'ai des problèmes budgétaires, je vais même, au fond, demander aux propriétaires, enfin aux exploitants de ces autoroutes, de m'escompter les recettes des prochaines années, de façon à ce que je puisse faire passer mon budget cette année. Enfin, c'est un montage financier. Bayrou l'avait dénoncé très très bien. On était sur 6-7 milliards. Qui méritait d'être dénoncé. Ça n'a rien à voir, bien évidemment, avec les aéroports. Sur les aéroports, je suis alors d'une opinion totalement contraire. L'État n'a rien à voir dans les sociétés d'aéroports, que d'une façon générale, vous essayez de regarder, sans le dire, mais est-ce que les actionnaires à venir soient français ou européens? Bon, c'est de bonne guerre. Ce qui compte dans cette affaire, c'est que vous ayez des actionnaires puissants qui sont capables d'investir et que vous ayez des actionnaires qui ont une courbe d'expérience sur les aéroports mondiaux de façon à être à la tête de l'innovation. Au passage d'ailleurs, ça nous renvoie à un sujet précédent. Aéroport de Paris a une filiale d'ingénierie d'aéroports dans le monde qui est quand même de bonne qualité. Donc vraiment, je trouve tout à fait normal que l'État sorte d'Aéroports de Paris, comme d'ailleurs de toute une série d'entreprises. À mon avis, aujourd'hui, il n'a plus rien à faire. Et très probablement qu'il essaiera quand même d'avoir une majorité du capital tricolore. C'est la la privatisation de l'aéroport de Toulouse a été stoppée et l'actionnaire chinois a été capé à 49% pour qu'on puisse pas dire qu'on l'avait vendu aux Chinois. Et un cahier des charges, extrêmement solide. Cyril, qui n'existait pas sur Toulouse. La privatisation d'ADP, la spoliation des petits actionnaires, comme avec les autoroutes. Bon, il n'y a pas de petits actionnaires puisque c'est public, mais la porte d'entrée de la capitale. Non, je crois que c'est l'image est médiatiquement forte, mais elle n'a que cet avantage. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alain et ce qu'avait dit Stéphane auparavant. Le cahier des charges peut être très fort. Il doit y avoir évidemment aucune concession dans ce cahier des charges sur tout ce qui fait justement le contrôle à l'entrée du territoire, à l'entrée des portes de Paris, comme dit Valérie Rabault. Mais néanmoins, c'est pas le boulot de l'État que de gérer des aéroports, que d'avoir en main le capital d'aéroports de Paris. C'est pas le boulot de l'État. Le boulot de l'État, c'est de rendre justice, c'est l'armée, c'est la police, c'est l'éducation, c'est des choses comme ça. C'est éventuellement de faire des routes. C'est éventuellement de faire les routes. Mais elle le dit d'ailleurs. Elle dit les infrastructures, c'est l'État, au sens large. Voilà, ça c'est le boulot de l'État. C'est une infrastructure. Elle aurait défendu les péages à l'entrée de Paris, qui étaient les fameuses barrières de la porte de Paris avant la Révolution à ce moment-là. Mais non, l'aspect stratégique, évidemment, dans les questions de contrôle d'immigration, de mais là, il y aura toujours la police nationale. Ça, c'est dans un cahier des charges très, 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 très important pour la présence des personnes qualifiées pour faire cela. Voilà, c'est quelque chose d'évident, d'élémentaire. Alors, je reste avec vous, Gilles Berset, sur le contrôle des chômeurs. On a désormais les arbitrages, en tout cas les directions que va prendre le Muriel Pénicaud et le gouvernement. Triplement des effectifs de contrôleurs de Pôle emploi pour passer de 200 à 600. Autonomie totale de Pôle emploi dans l'application de toutes les sanctions, y compris la radiation définitive, qui jusqu'ici devait passer par le préfet. Nous avons également un nouveau barème des sanctions. Alors, il y a effectivement des sanctions qui sont revues à la baisse. Il y avait des aberrations, je ne rentre pas dans le détail. Redéfinition de l'offre raisonnable d'emploi, plus avec une définition one size fits all, le t-shirt à taille unique, pareil pour tout le monde, mais une définition que l'on voudra beaucoup plus écrite au cas par cas des individus. Et puis peut-être la création d'un journal de bord numérique où on devra, en tant que chômeur, recenser les recherches que l'on est en train d'effectuer. À l'inverse, sur la gouvernance, il n'y a plus de nationalisation de l'UNEDIC comme ça avait été annoncé. Bon,
comment vous regardez ce qui nous a été annoncé hier? Moi, je constate que tout ce qui est annoncé concernant le contrôle des chômeurs, c'est ce qui existe dans d'autres pays. Et c'est ce qui existe dans d'autres pays, en particulier dans les pays qu'on montre souvent en exemple de leur respect des individus, de la faiblesse de leurs inégalités, etc. Les pays nordiques et scandinaves, c'est comme ça que ça se fait chez eux. C'est tout à fait normal. Et ce contrôle, ça participe de la confiance que les personnes doivent avoir envers leurs institutions et vis-à-vis de leurs institutions publiques et vis-à-vis de l'État. Il n'y a absolument rien d'aberrant à ce qu'à partir du moment où il y a une dépense publique, eh bien on contrôle si le cahier des charges en quelque sorte pour bénéficier de certaines indemnisations, eh bien si ce cahier des charges est bien respecté. Quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous savez que vous vous exposez à des contrôles, c'est tout à fait normal, et à des sanctions si vous n'avez pas fait une déclaration d'impôt sincère. Mais là c'est pareil. Sauf que là, j'ai cotisé une assurance et je suis peut-être en droit de considérer que cette assurance m'est due. Je suis dans la difficulté. Absolument, mais de moins en moins une assurance. On a cotisé, on a cotisé à une assurance, même je reprends votre expression, qui donne dans certaines conditions des droits. Mais ces droits sont associés à des conditions dans la recherche d'emploi. C'est comme ça que ça se fait dans tous les pays. Et encore une fois, dans les pays nordiques et scandinaves, c'est comme ça que ça se fait. Généralement, les conditions de ce qu'on appelle en France l'offre raisonnable d'emploi sont au nombre de 2 et seulement de 2. C'est le salaire de l'offre d'emploi par rapport au précédent salaire d'activité. Est-ce que c'est au moins 80 ou 85%? Aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 85, salaire. Mais en théorie pas en dessous. Voilà. Emmanuel Macron avait dit qu'on pourrait peut-être imposer de descendre à 20-25% de l'ancien salaire. Ça, c'est pas totalement arbitré, cette histoire. Mais... Oui, ce sont des choses qui doivent se discuter. Ah ouais. Et puis l'autre critère, c'est évidemment la distance géographique. Et la distance géographique, c'est pas simplement le nombre de kilomètres, parce qu'il y a des régions où évidemment les... Et puis il y a des cas particuliers d'individus qui, face à 30 km, ne sont pas totalement égaux. Et puis, exactement. Et 30 km, c'est pas la même chose dans un endroit ou dans un autre. Donc c'est là où la personnalisation doit bien sûr exister. Mais néanmoins, ce sont ces mêmes 2 critères qui existent au Danemark, qui existent en Suède, qui existent dans les pays nordiques et scandinaves, qu'on donne partout en exemple. Et si on veut que le citoyen ait confiance dans ces institutions et n'ait pas le sentiment qu'il y a des resquilleurs, qu'il y a des gens qui profitent de systèmes trop laxistes, il faut qu'il soit assuré que ces contrôles existent et que les sanctions existent quand les conditions de bénéfice de l'indemnisation ne sont pas vérifiées. Alors, Stéphane Van Nuffel, Alain Madelin, sur le contrôle des chômeurs, après je vous demanderai si, selon vous, dans la mesure où désormais c'est financé par l'impôt et plus par des cotisations, il est normal ou pas de ne pas avoir changé la gouvernance et d'avoir conservé le système paritaire. Mais Stéphane Van Nuffel. Je pense que sur votre deuxième question, allez-y, je pense qu'Alain vous répondra beaucoup mieux que moi, parce qu'il a une bien plus pointue connaissance de ce sujet-là. Moi, je vous répondrai juste par rapport à ce qu'a dit Gilbert, je rajouterai juste ce qui, moi, me manquait, si vous voulez bien. Parce que je vous vois venir, ça va être ma troisième question. Vous voulez, mon cher Nicolas. Allez-y. Là, la bonne nouvelle, globalement, de ce qui a été annoncé, et vraisemblablement des premiers contrôles qui ont été mis en place depuis maintenant, je crois, 3 ans, grosso modo, c'est que finalement... Grosse enquête qui a duré 1 an et demi. Le nombre de ce qu'on appelle les resquilleurs, c'est-à-dire le vrai resquilleur, c'est celui qui abuse réellement de ses assédiques, etc. Finalement, ça ne représente, je crois, que 14% ou 15%. Moins, parce que les 14% de radiés, vous en avez plus de la moitié qui étaient en dehors des radars de Pôle emploi, qui n'étaient plus indemnisés. Donc le vrai resquilleur profiteur, vous pouvez considérer que c'est moins de 7%. Bon, ok, alors admettons. Pour l'instant, sur le panel qui a déjà été contrôlé. Oui, 270 000 contrôles menés par Pôle emploi en 1 an et demi. Sur le panel qui a été contrôlé selon, comme on le disait, les régions, les zones, etc. Parce que forcément, si vous contrôlez le 7e arrondissement de Paris, les statistiques ne vont pas être les mêmes que si vous contrôlez la banlieue de Roubaix, où les difficultés sociales sont beaucoup plus lourdes, ou les anciens bassins sidérurgiques. Donc on est bien d'accord que tout ça doit être pris comme des statistiques. La notion de contrôle dont on parle beaucoup là, il manque juste la notion d'incentive de l'autre côté. Et c'est là peut-être le chef d'entreprise que je suis ne peut pas s'empêcher de penser ça. C'est quelle que soit la politique de contrôle ou de rendre plus difficile la distribution de cette richesse, entre guillemets, qu'elle soit assurantielle, cotisation, etc., n'implique pas assez, selon moi, la personne qui est chargée d'accompagner le chercheur d'emploi. Et je trouve que c'est dommage, parce que j'attendais, moi, de l'équipe Macron, parce que je sentais chez ces gens-là plutôt cette espèce... Qu'on intéresse les agents de Pôle emploi. Voilà. Alors, en 2 choses. Soit on ouvre un peu à la concurrence et on intéresse à ce moment-là des acteurs privés pour comparer les méthodes des deux, parce que ça ne veut pas dire que forcément Pôle emploi sera perdant, ça ne veut pas dire que le pouvoir public perd à chaque fois qu'il est face à un pouvoir privé. On en a parlé suffisamment là aujourd'hui. Et 2, je l'ai toujours dit, par exemple sur la dégressivité de la durée d'indemnisation,
que je défendais moi à titre personnel, je disais attention, l'argent qui serait... C'était ma Attendez, troisième question. L'argent Je qui savais serait qu'elle allait gardé, l'argent qui serait gardé et qui serait économisé ne doit pas être économisé au global, il doit rester au service des acteurs de Pôle emploi pour aider les personnes de Pôle emploi à être plus efficients dans l'accompagnement des gens qui cherchent du boulot. Alors ça peut passer par des primes, ça peut passer par des moyens techniques, digitaux, etc., s'ils en manquent, etc., etc. Donc, moi, on me dit, c'est super, il va y avoir 600, 1000, 2000, 5000 contrôleurs en plus. Très bien, moi, ça me va. La question, c'est, qu'est-ce que vous dites au contrôleur ? Qu'est-ce que le contrôleur va aller chercher à ça ? Est-ce que, bien sûr, il a envie de faire du service public, forcément, il a envie de se donner à l'État. Maintenant, c'est juste ça qui me manquait, petit aparté, parce que ça me semblait être un peu dommage qu'on n'ait pas abordé ce sujet sur ça. Le reste est plutôt positif. Je trouve juste que maintenant, ce serait bien que l'État dise, si on n'ouvre pas à la concurrence parce qu'on n'est pas prêt intellectuellement, au moins, essayons de donner à ces fonctionnaires qui sont des gens, mais c'est très important, quelqu'un qui aide à trouver un emploi à un Français, donnons-lui les moyens. C'est la clé des pays scandinaves. Hein. C'est Mais là-dessus on est qu'ils ont mis le d'accord. paquet. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est bien la preuve. Est-ce que c'est pas ceux qui marchent le mieux ? Je crois, à ma connaissance, que oui. Nationalisé, non, ce ne sera pas nationalisé. Pourtant, c'est l'impôt qui paye. Alors, on en parlait avec Jean-Marc Daniel hier. Il disait oui, mais c'est vrai que c'est dommage parce l'État aurait pu reprendre la main pour mieux justement l'ouvrir à la concurrence. Et l'impôt payant le dispositif, les partenaires sociaux sont-ils encore légitimes ? D'abord, le fait de donner un coup de pied dans le derrière à un certain nombre de gens qui ne font peut-être pas les efforts nécessaires pour retrouver un emploi. Pourquoi pas, à condition que le flux de création d'emplois soit là. Et tous les exemples étrangers qui ont été cités, ce sont quand même des pays où vous avez le flux d'emploi et un outil de formation professionnelle qui fonctionne beaucoup mieux que le nôtre. C'est vrai. À l'heure actuelle, je suis un petit peu gêné. Je suis gêné d'abord parce que c'est une mesure qui est applaudie dans l'opinion. Dans le discours de Macron, où il a expliqué que cette mesure, vous pourrez le regarder, c'est le passage qui a été le plus applaudi de tout le discours. Et vous pouvez mettre ça dans un meeting de droite, vous pouvez mettre ça où vous voulez, l'opinion applaudit. Et tous les sondages d'opinion qui sont faits, c'est effrayant, à 75 ou 80% des Français pensent que ceux qui sont au chômage, c'est quand même de leur faute, etc. Je trouve ça malsain parce que ce n'est pas, à mon avis, la réalité. Surtout, ça a été démontré par cette grande enquête quand même. Je fais attention à des mesures qui, encore une fois, peuvent être un peu trop des mesures spectacle. La réalité, c'est vrai que tout le monde connaît ou a rencontré le type qui s'est installé, un peu le groseille, le quédois. On a tous vu quelqu'un disant je vais d'abord dans le bricolage. Généralement, c'est pas quelqu'un qui est menacé par le chômage de longue durée. Dans le bricolage des associations sociales, et on trouve effectivement scandaleux que ce type-là abuse manifestement de ce système. Et j'ai aucun problème à ce qu'on le traque, qu'on mette les moyens, tout ce que vous voulez, etc. Mais vous avez quand même un stock extrêmement important de gens qui ont baissé les bras. Parce que j'ai envoyé 600 CV, pas une réponse. Non mais c'est bien ça, les radiés, là. Des gens qui se sont repliés sur eux-mêmes, sont au fond qui ne sont plus dans le système. Ceux-là, ça sert à rien de leur rajouter une peine supplémentaire. C'est la double peine, c'est absurde. Donc il faudra beaucoup de doigté à ceux qui sont en gestion de Pôle emploi lorsqu'ils vont faire pour essayer de faire le tri. Et d'une certaine façon, je rejoins ce que disait Stéphane, c'est vrai que là, on pourrait imaginer une concurrence dans la prise en charge et pas un système de flicage. Vous interrogiez tout à l'heure sur la nationalisation. Mon maître, Frédéric Bastiat, grand économiste libéral de gauche, qui est un des pères du système social, les mutuelles, les premières assurances. Ce que disait Frédéric Bastiat, c'est la chose la plus grave qui puisse arriver, c'est l'insécurité. Et il est normal que tous nous ayons un besoin de sécurité. Il dirait ça aujourd'hui des travailleurs précaires, il dirait ça aujourd'hui de tous ceux qui sont entre deux emplois et qui vivent dans l'incertitude du lendemain. Bien... Mon maître Bastiat, il y a un site internet que je ne saurais trop recommander à nos auditeurs qui s'appelle Contrepoint. Et Contrepoint a republié récemment un vieil article qui est intitulé « Sécurité sociale », on aurait pu dire assurance chômage, abolir le monopole plutôt que de traquer les chômeurs.
Et je cite juste 2 fois Frédéric Bastiat, parce que ces 2 citations sont éclairantes. Frédéric Bastiat, qui croyait aux mutuelles, qui croyait à la surveillance mutuelle, en quelque sorte, des gens entre eux, pour éviter les abus, avait attiré notre attention sur ce que représenterait la nationalisation de la sécurité sociale. Je cite très brièvement, « Quand chacun, au lieu de se faire un devoir de prévenir les abus, se fera un plaisir de les favoriser. Quand aura cessé toute surveillance mutuelle, et que feindre une maladie ne sera autre chose que de jouer un beau tour au gouvernement. » Belle phrase. Ou encore celle-ci, le gouvernement, il lui faudra dans ce cas-là rendre justice, ne pouvant plus compter sur l'action privée, il faudra bien qu'il y substitue l'action officielle, il nommera des vérificateurs, des contrôleurs, des inspecteurs. Bref, une institution admirable sera dès sa naissance transformée en une branche de police. Bien vu. Milieu du 19e siècle, Oui, Frédéric c'est ça, Bastiat. c'est bien de le préciser, Nicolas. Gilles Berset. C'est important de oui, préciser. je peux pas- Il y a 2 siècles. hein. Je peux pas quand même ne pas réagir à ce que vient de allez-y, dire, Gilles. Alain. Je veux dire, le contrôle, ça n'est pas l'instauration d'une société policière. Encore une fois, j'ai utilisé tout à l'heure l'exemple qui est quand même considéré comme très positif des pays nordiques et scandinaves, dans lesquels ce contrôle existe. Ce ne sont pas des sociétés policières. C'est quelque chose qui participe de la construction d'une société de confiance. Mais un point sur lequel je suis par contre tout à fait d'accord, c'est que il ne faut pas focaliser complètement ou exclusivement sur cette question, accepter des offres d'emploi. Je dirais qu'il faudrait associer à offre d'emploi ou une formation. Accepter une offre d'emploi ou une formation. Pourquoi ? Bien parce que le chômage baisse, les emplois sont créés en grand nombre aujourd'hui en France, et on va commencer à toucher à une partie dure des chômeurs, c'est-à-dire des gens qui ont été éloignés de l'emploi assez durablement, qui ont perdu du capital humain. Et ces gens-là, il faut un effort de formation pour les remettre dans l'employabilité. Et cet effort de formation qui est à faire, ça veut dire que quand on leur dit il faut que vous acceptiez, il faut associer offre d'emploi s'il y a, ou formation pour justement les mettre en situation de pouvoir intéresser les employeurs. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'absolument indispensable. La ministre la ministre a supprimé 2 cas de radiation, le refus de formation, il n'y a plus de radiation, et le refus de visite médicale, il n'y a plus de radiation. Et là, auparavant, il y avait une radiation en cas de refus de formation. Et là, vous voyez, bon, vous avez compris que j'ai peut-être une légère interrogation. Sur la nationalisation, je dirais, qui est différente de la gouvernance, sur la nationalisation. Je vais quand même faire une image avec quelque chose qui est massif en France. La sécurité d'emploi dont les agents de la fonction publique bénéficient en France est payée par qui ? Elle est payée par qui ? Elle est payée par tous les citoyens. On est d'accord ? Oui. Par l'impôt. Donc il n'est pas absurde que ce soit également l'impôt qui finance, l'assurance chômage des personnes qui ne bénéficient pas de cette protection. Néanmoins, ça ne veut pas dire, qu'il n'y a pas de fonctionnement, je dirais, assurantiel. C'est-à-dire des contributions qui ouvrent des droits associés à certains devoirs. Vous voyez, ce fonctionnement assurantiel n'est pas du tout impossible dans un contexte de nationalisation. Mais encore une fois, un quart des salariés en France bénéficient d'une sécurité d'emploi payée par l'impôt prélevé sur l'ensemble des citoyens, y compris ceux qui n'ont pas de sécurité. Non mais sur le chômage, les choses sont simples. Aberrant. La gouvernance est autre chose. Il faut quand même avoir en tête que l'État, indirectement, garde une complète main sur la gouvernance, ne serait-ce que par la garantie sur la dette de l'UNEDIC. Sur la dette de l'UNEDIC. Oui, mais ça existe. Ça existe et à des niveaux considérables. Et donc, l'État a de fait une complète main sur la gouvernance. Il ne faut quand même pas se leurrer sur ce point-là. Il y a un auditeur qui regrette qu'on ne renforce pas le contrôle des banques et des paradis fiscaux. Nicolas, deux remarques. La première, c'est que le bon système, pour moi, quand je travaille, je cotise, et j'ai une assurance pour le moment où je ne travaille pas. D'accord. Compléter, bien évidemment, comme on le parlait pour la SNCF, quand le chômage excède une certaine durée, pour des gens qui, pour des raisons diverses, n'ont pas pu payer de cotisation, j'ai une intervention de l'État payée par l'impôt. Les deux peuvent parfaitement s'articuler, simplement ça se mélange aujourd'hui dans un système extrêmement complexe. Il faut clarifier les financements pour clarifier les responsabilités. Deuxièmement, dans la panoplie
dont les agents de Pôle emploi ou les agents qui pourraient avoir la même mission et qui seraient privés, dans la panoplie qu'ils doivent avoir. Il y a aussi, pour le public que j'évoquais tout à l'heure, la panoplie d'emplois fustiles public. Ça ne me dérange pas. Libéral que je suis, ça ne me dérange pas. Et on l'a fait, on l'a tous fait quand on était élus sur le terrain, etc. C'est une bonne chose. Le rapport Borrello, qui travaille avec Macron, est un bon rapport à mes yeux. Peut-être qu'on pourrait aller un peu plus loin et associer les entreprises privées. Le rapport de Jean-Marc Borrello sur la nouvelle architecture des contrats aidés. Qui consiste à dire il faut un certain nombre de contrats aidés de réinsertion vers l'emploi. Il faut que ceci figure dans la panoplie pour justement des gens qui sont trop éloignés de l'emploi d'une entreprise privée. Et j'irai même plus loin. Je crois que des gens qui sont éloignés de l'emploi, une des choses extrêmement importantes pour eux, c'est l'estime de soi. Ils ont perdu l'estime d'eux-mêmes. Qu'est-ce que tu fais, papa ? Rien, je suis au chômage. Qu'est-ce que tu fais, papa ? Je travaille pour la ville. Nicolas, allez-y, Stéphane Van Nuffel. J'ai ma troisième question à vous poser quand même sur l'assurance chômage et puis une réaction de Doucet. Merci à Monsieur Madelin, plus 500 € par mois pour ma retraite grâce à lui, grâce aux lois Madelin. Non mais alors voilà, justement, mais il va pas le faire. La concurrence. Moi, Nicolas, je suis très à l'aise sur ces sujets de Pôle emploi et peut-être que parfois je peux paraître un peu texan dans mes raisonnements, mais moi j'en ai pas. Donc je suis très à l'aise pour en parler parce que comme je suis chef d'entreprise et que je suis travailleur non salarié, de toute façon que je sois mandataire social de mon groupe ou co-gérant SARL, quel que soit le statut, la façon dont je dirige mon entreprise fait que de toute façon, que je cotise ou que je cotise pas, si je veux avoir une protection en cas d'accident industriel sur mon propre statut par rapport à la société que j'ai créée avec mes propres euros, je n'aurai rien de l'État. Donc de cotiser au travers de mes impôts à titre personnel pour renforcer encore les indemnisations, personnellement, je vais dire que je ne suis pas d'accord. Parce que pour le coup, je profite des lois Madelin, autant sur la prévoyance que sur la retraite, etc. etc. Donc je m'auto-protège. Ça ne veut pas dire que ça me coûte moins cher ou que j'ai des avantages à le faire. Au final, que je cotise en tant que salarié ou que je cotise en tant que non-salarié, ça revient franchement même si vous voulez avoir les mêmes protections. Parce qu'attention, les cotisations d'État sont pas non plus n'importe quoi. Quand un salarié cotise, il a une vraie assurance, comme le disait Alain. Vous cotisez une assurance pour pouvoir un jour, si vous avez un accident de la vie, être protégé par le pouvoir régalien. Et moi, ça me va et je remets absolument pas en question ce sujet. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ce qui me fait peur, et là, c'est à notre petit niveau, nous on recrute assez régulièrement. Comme on est dans le digital, de plus en plus, on recrute des profils de gens qui ont fait des études, qui travaillent dans un secteur extrêmement porteur. Pôle emploi ne nous sert plus à rien. Il y a des sites internet très bien, il y a des communautés très bien, les réseaux sociaux ont leur place. Ce qui me fait peur à moi, mon cher Nicolas, c'est que ce qui est en train de se passer avec Pôle emploi, c'est que de plus en plus, ce que l'État va avoir comme responsabilité au travers de Pôle emploi, comme travailleurs, sont des gens qui ont des travailleurs en difficulté avec des peu de formation, etc. Très éloignés, Donc, les gens très éloignés. La solidarité, elle va être mise en risque alors qu'elle est là pour ça. C'est-à-dire que normalement, Pôle emploi n'est pas là pour permettre à quelqu'un qui fait un burn-out de prendre 6 mois et de se reposer, de repartir bien, cadre sup avec Bac+12. Elle est là pour quelqu'un qui, dans un bassin sidérurgique à Mulhouse, se retrouve sur une activité qui disparaît complètement. Et c'est la faute de qui on veut. La question, c'est qu'est-ce que va faire l'État pour cette personne ? Moi, là, je suis d'accord de cotiser même à titre personnel à côté pour ces gens-là. Donc c'est pas une question de qui est risqueur, contrôle, pas contrôle. Il y a une vision globale de ce sujet de trouver un emploi. Je pense que l'ouverture à la concurrence, ou en tout cas d'insuffler la philosophie de la concurrence, y compris à un agent de l'État de Pôle emploi, me semble pas débile. Et d'aller dire à quelqu'un, à chaque fois que vous allez trouver un emploi pour quelqu'un, vous serez incentivé financièrement, en RTT, en ce que vous voulez, parce que vous aurez réussi votre mission de l'État, c'est mieux que de dire remplissez juste votre mission de l'État, point. Ma dernière question, il faut aller vite, Gilles Berset, on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce qu'il fallait aller au bout de la réforme de l'assurance chômage, c'est-à-dire calquer un petit peu ce qui s'est vu dans des quantités de pays qui ont réformé de fond en comble leur sphère publique, en décidant qu'on allait réduire le montant des allocations et réduire la durée pendant laquelle ces allocations sont versées. Si les réformes hard de l'assurance chômage ont souvent été celles-là, et cette question-là, on a supposer qu'elle verrait peut-être le jour en France, et ce n'est pas le cas. Écoutez, on a une multitude d'études disponibles sur cette question-là et qui ne sont pas consensuelles dans leurs résultats. C'est vrai. Si on pousse avec une fourche dans le dos des gens à accepter très rapidement des offres d'emploi, eh bien, on peut dégrader en quelque sorte la qualité de l'appariement entre des personnes qui ont des qualifications parfois très spécifiques et puis un marché du travail qui a besoin aussi de personnes avec des qualifications. D'accord, Gilbert. On est une moyenne de l'OCDE qui est entre 12 et 14 mois. Nous, on va jusqu'à 24 et 36 mois pour les plus âgés. On va jusqu'à
24 et 36 mois, mais attendez, c'est un jour d'indemnisation pour un jour de contribution. Hein. C'est pas 24 mois pour quelqu'un qui a travaillé un mois. C'est pas comme ça que ça se fait en France. Néanmoins, vous voyez, il n'y a pas de consensus dans le résultat des analyses sur ce point-là. Mais moi, je voudrais aller tout à fait dans le sens de ce que dit Stéphane. On a mangé notre pain blanc dans la baisse du chômage, en quelque sorte. C'est-à-dire, pour l'instant, on a fait baisser le chômage en remettant en emploi des personnes qui l'avaient quitté il y a assez peu de temps ou qui arrivaient sur le marché du travail avec des qualifications, parce que le taux de chômage des jeunes a assez fortement baissé récemment. Là, maintenant, on va toucher au dur. Et donc, l'association entre les politiques d'indemnisation chômage et les politiques de formation professionnelle doit être très très forte. Et maintenant, ça devient un enjeu majeur si on veut bénéficier de l'embellie conjoncturelle qui s'accentue en France et si on veut que la baisse du chômage puisse continuer à se faire. La croissance a un peu tout donné, là, effectivement, quand on voit les niveaux de chômage que l'on a, avec 2% de croissance inespérée encore il y a 6 mois. On a 1 minute pour conclure. À la Madeleine, Stéphane Van Nuffel, il fallait aller au bout de la réforme avec ces éléments que je viens de citer, que l'on va retrouver dans énormément de réformes de l'assurance chômage qui ont été... Encore une fois, regardons la situation des pays. Nous avons un stock de chômeurs de longue durée qu'on ne réinsérera pas par des mesures entre guillemets, de police. Voilà. On les réussira par des mesures d'accompagnement et ça fait plaisir à l'opinion. Là encore, c'est comme le statut des cheminots, ça fait plaisir à l'opinion de dire on va traquer les faux chômeurs. Mais le problème essentiel est ailleurs. C'était la question de la dégressivité, de la durée des allocs, du montant des allocs. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure très rapidement, c'est que oui, moi je suis 100% d'accord avec ça. La question c'est qu'est-ce que l'on fait des économies ? Les économies qui sont faites doivent être mises au service de la personne qui a fait cet effort en face. Pourquoi ? Parce que quand on est sur du chômage de longue durée, sur des gens avec peu ou pas assez de qualifications, un accident qui est arrivé en 2018 pourrait très bien leur réarriver en 2020 ou en 2022, parce que leur statut et le type d'entreprise dans lesquelles ils travaillent, industriels, etc., ne sont pas favorisés dans le tissu économique français. Donc ça n'est pas, je rebondis sur ce que disait Gilbert, oui, des moyens à générer pour de la formation, mais la formation, c'est pas je vous mets 3 semaines en formation et vous apprenez quelque chose, c'est aussi un accompagnement sur le long terme. Absolument. Pour que ces gens-là soient toujours soutenus. Il y a une idée qui est circulée, mais bon, qui n'a jamais fait l'objet de décisions politiques, c'est et si on proposait aux chômeurs de réinvestir eux-mêmes leur allocation chômage dans la subvention de leur nouveau job ? Ce serait un compte personnel. Mais ça existe, il y a de multiples dispositifs qui reviennent à ça. C'était Gilles Berset à la Madeleine, Stéphane Van Nuffel. On se retrouve demain à 9h.